Histoire de Jedi. En partenariat avec Yaniro. Si tu traites les salariés de la même façon que tu te traites, c'est-à-dire que certes, tu n'exiges pas d'eux des choses que tu ne t'imposes pas, mais tu t'exiges d'eux ce que tu t'imposes. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexis Eve et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent 1000 épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute! Bonjour Marjolaine. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode du podcast. En plus, on est dans le meilleur des cadres possibles parce que tu es sur ton canapé, je suis sur ton fauteuil donc on s'apprête à avoir une bonne discussion. Donc tu es fondatrice de l'entreprise qui s'appelle Hello Jam. Hello Jam dont l'objectif est vraiment d'être une sorte de guide pour les personnes dans leurs loisirs. Donc c'est une plateforme conversationnelle. Ah, tu le dirais autrement. Tu fais la moue. Dis-moi. Non, en fait, Jam depuis 1 an. Donc c'est plutôt Jam que Hello Jam. Hello Jam, c'est le site. Et plutôt un média dans Messenger. Donc effectivement conversationnel, mais qui va tous les jours proposer un sujet sur lequel converser, réfléchir directement depuis Messenger avec Jam. Donc un jour il va te parler de transhumanisme, le lendemain de cinéma coréen, le surlendemain de l'effet Benjamin Franklin en psychologie, enfin voilà, de plein de sujets différents, un peu actu, surtout société. Ok, bon, je pense que du coup c'est la première fois en 12 épisodes que je me gaufre correctement sur la présentation de la boîte. Tu me pardonneras, j'en suis sûr, et du coup ça te permet de bien présenter. Donc vous avez fondé en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était un pivot, donc la boîte elle a quand même elle a 3 ans de plus que ça, okay. mais effectivement en 2015 Jam. Ouais. Ok, et vous êtes à l'heure actuelle une dizaine de collaborateurs. Et donc le sujet dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui et qu'on prenne le temps d'avoir cette discussion dans l'épisode était vraiment autour de l'équipe, de la manière d'organiser l'équipe, parce que vous avez eu une histoire avec plusieurs chapitres sur ce sujet-là. Est-ce que tu veux peut-être nous redonner un peu la manière dont toi tu racontes cette histoire-là? Ouais. Effectivement, on est deux associés fondateurs de l'équipe. Au début, on était tous les deux et avec d'autres amis étudiants qui nous ont entourés, des étudiants en école d'ingé, commerce, qui ont l'avantage d'avoir plein de compétences différentes. Donc ça a commencé un peu comme un projet étudiant, avec certains qui étaient vraiment qui avaient envie d'être entrepreneurs et qui étaient assez sérieux dans l'aventure, et d'autres qui donnaient des coups de main. Et en fait, petit à petit, chacun a été diplômé, et donc Loïc et moi, on s'est dit, nous, on a envie de continuer, on a envie de porter l'aventure. Et je pense que du coup, ça a donné une ADN très mode projet, deux potes qui se lancent et qui passent leur jour et leur nuit et toute leur énergie. Et on a essayé un peu de faire grandir la culture de boîte comme ça. En fait, on s'est dit, nous, c'est ça. On fait aussi la boîte parce qu'on n'a pas envie de travailler dans une boîte plus classique. On avait fait des stages et qui nous avaient... en tout cas, moi, clairement, je m'étais dit, je bosserai pas comme ça. Et du coup, j'ai envie de monter ma boîte pour pouvoir avoir une culture d'entreprise différente, un quotidien hyper différent. Et donc, la culture qui est née, c'était très... on est des jeunes super dynamiques, motivés, passionnés, et on bosse, et puis c'est tout. Et en fait, chacun apporte ce qu'il veut, chacun apporte ce qu'il peut, collabore, et finalement, il n'y avait pas de règles. On pensait que tout le monde était aligné, et je pense qu'on a un peu imaginé que chaque personne qui nous rejoignait était un peu un autre fondateur, quoi. Et ce qui n'est pas le cas, et ce qui serait pas sain, et ce qui serait juste complètement invivable d'ailleurs. On peut pas avoir 15, 30, 100 mini CEO dans une boîte, ou mini associés. Donc il y a eu un peu cette période où moi j'avais plein d'idéaux, plein d'envies, et j'avais envie de considérer que chaque personne qui rejoignait ma boîte avait cette fibre entrepreneur et rejoignait Jam presque par opposition à une boîte classique. Et en fait, à un moment, on a grandi, et ça a plus marché, quoi. Ça a plus marché parce que
moi, j'avais une règle un peu de départ à laquelle je croyais beaucoup, et maintenant je me rends compte à quel point c'était bête ou en tout cas irréaliste. C'était que je me disais, j'imposerai jamais à quelqu'un de mon équipe une règle que je ne m'impose pas. Et pour moi, c'était ça, l'équité, ou en tout cas la justice sociale. C'était de dire, je vais pas devenir cette espèce de patron qui s'accorde des privilèges et qui impose d'autres choses aux autres. Et en fait, c'est pas juste de faire ça. Pas pour le CEO, au contraire pour les équipes, parce que si tu traites les salariés de la même façon que tu te traites, c'est-à-dire que certes tu n'exiges pas d'eux des choses que tu ne t'imposes pas, mais tu t'exiges d'eux ce que tu t'imposes. Et ce que tu t'imposes, c'est un peu horrible quand même. Enfin, c'est pas horrible, mais en tout cas, c'est vivable que si c'est ta boîte. Et que si tu as des intérêts très forts à son succès, si tu as des parts, si tu le fais parce que c'est une extension de toi-même, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une aventure. Et tu peux pas demander ça à tous tes employés. S'il y en a qui le vivent comme ça, très bien, mais c'est pour eux en fait. C'est eux qui ont décidé de le vivre comme ça. Une boîte qui grandit, elle doit aussi pouvoir héberger, enfin intégrer des gens qui viennent pour très bien faire leur travail, le faire avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, mais qui ont droit à leur week-end, qui ont droit à déconnecter le soir, qui ont droit à juste des choses différentes en fait. Et en fait, à un moment, par exemple, on était avec Loïc, pas du tout les mieux payés de la boîte. On travaillait beaucoup plus que tout le monde. Et en fait, on donnait les mêmes libertés aux autres. Et puis à un moment, les autres n'avaient pas non plus les mêmes contraintes que nous. Les mêmes contraintes à la fois dans la charge de travail, mais aussi la responsabilité, l'engagement vis-à-vis des actionnaires, etc. Et donc, c'était pas vivable. Et j'ai changé la culture de boîte un peu radicalement. Ouais. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Ce que tu dis, c'est que ce qui part de quelque chose de très louable et de très très bien intentionné, à savoir c'est presque l'extension du je veux traiter autrui comme j'aimerais qu'on me traite en fait. Ouais, c'est ça. Tu t'es rendu compte que l'effet miroir un peu pervers, c'est que assez automatiquement on fait un décalque et quelque part t'exige aussi de ce que tu exiges de toi. Alors que maintenant je vois les choses vraiment différemment. Je pense qu'il y a les fondateurs qui ont pris un risque au début, qui ont défini un peu, qui ont créé leur propre aventure, qui viennent y chercher des choses qui sont très personnelles, même si l'expression en est professionnelle, et qui du coup, moi je pense que notre rôle c'est plutôt de créer le cadre le meilleur possible pour nos salariés et pour l'entreprise. Et qu'en fait il y a peut-être 3 parties prenantes. Il y a les collaborateurs, les fondateurs et l'entreprise. Et il y a quelques années, j'aurais jamais eu ce discours. J'aurais dit, on est tous une bande de pas de potes, mais une bande de personnes qui se réunissent autour d'un projet et on est le projet. Et en fait, non, je pense que c'est pas forcément sain de le vivre comme ça. En tout cas, moi, mon expérience, elle a pas été positive là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est plus de dire, nous, fondateurs, on a pris la responsabilité de créer cette entreprise qui va avoir des collaborateurs, qui va avoir des clients, qui va avoir des investisseurs, des utilisateurs, etc. Et on doit créer un environnement qui n'est pas le même ils vont pas avoir le même quotidien que nous, en fait, nos collaborateurs. Mais tant mieux pour eux, parce que je pense quand même pas facile la vie d'un fondateur. Et moi, maintenant, ce qui m'anime, c'est bien sûr pour moi d'apprendre, de me former, de rencontrer plein de gens, etc. Mais c'est aussi de regarder mon équipe et de me dire ils sont bien, et ils ont l'air bien, et c'est pas grave si moi je suis plus stressée, c'est pas grave si j'ai pas les mêmes contraintes. Et pour nous mettre un petit peu dans le bain, quelle forme ça prenait en fait cette première page de la culture Jam où quelque part on est une bande et on est tous un peu dans le même moule. En tout cas, c'était ça l'intention au démarrage. Ça se traduisait comment ? Ça se traduisait par pas d'horaire déjà. Donc chacun vient vraiment à l'heure qu'il veut, part à l'heure qu'il veut, fait ce qu'il veut de sa journée. Chacun se fixe ses propres objectifs. Même si bien sûr on regroupe et après on diffuse à tout le monde l'information de qui fait quoi, mais en fait on faisait ce qu'on appelait un stand-up, donc qui est assez commun. Tous les matins on se réunissait, chacun disait ce qu'il avait fait la veille, ce qu'il fait la journée qui arrive et ses problèmes. Mais disons que nous on fixait un grand cap, mais après chacun se fixait un peu ses objectifs. Pas d'obligation de lieu,
Donc en fait, tout le monde pouvait bosser d'où il voulait. Donc c'est-à-dire que, je sais pas si t'imagines, en fait, pas d'horaire et pas de lieu et des objectifs personnels, ça devient le bordel. Parce qu'en c'est fait, très vite la jungle. Ouais. ouais. Et en fait, le problème, c'est que déjà, on n'est pas un collectif de freelance. C'est ce que je leur ai dit à plusieurs reprises. C'est en fait, on a créé une entreprise, c'est une société commune, une société. Déjà, c'est le terme. Donc une société doit fonctionner de manière fluide ensemble et pas chacun a un peu sa façon de vivre et enfin en tout cas voilà, on n'est pas des freelances, donc on a ni les problèmes ni les avantages des freelances, c'est complètement autre chose. Et en fait moi je pensais que les gens qui venaient bosser chez Jam avaient cet ADN entrepreneur / freelance, que la frontière est un peu floue surtout au début. En fait non, parce qu'ils avaient décidé d'avoir un emploi salarié. Donc c'est tu peux pas te revendiquer freelance et en même temps vouloir avoir un salaire, une équipe, une sécurité, une routine. Enfin, c'est différent. Donc c'est pas les mêmes profils de toute façon, donc on peut pas les traiter de la même façon. Et puis c'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui arrive à 11h. Tu sais pas s'il a bossé le matin ou si juste il commence sa journée à 11h, qui part dans l'après-midi pendant 4 heures, tu sais pas s'il est dans un café en train de enfin il est injoignable, c'est un peu des problèmes de communication énormes. Et tu peux pas le gérer non plus sur les objectifs parce que c'est lui qui se les fixe. Exactement. Donc si tu lui dis, écoute, là, t'avais mis ça comme objectif, mais tu l'as pas tenu, bah, il peut te dire ouais, c'est vrai que c'était ambitieux, machin, ou c'était pas le bon objectif, je m'en suis rendu compte en milieu de semaine, ou alors non mais attends, moi je me suis donné à fond, tu voulais que je fasse quoi, que je reste jusqu'à minuit tous les soirs? Bah non, mais enfin là t'as clairement pas. Tu as envie de le dire, t'étais peut-être pas obligé de venir à 10h30 ce matin, mais en même temps, si tu peux pas lui parler des horaires, tu peux pas, quoi. Et il y avait un truc à un moment où on avait 4 personnes qui étaient en remote parce qu'ils étaient à l'étranger ou dans d'autres villes de France. Et quand j'ai voulu justement changer la règle du remote en disant bon bah maintenant c'est que le mercredi ou alors vous mettez, au moment où on avait essayé, vous la semaine d'avant vous dites quel jour dans la semaine d'après vous serez en remote. T'es quelqu'un qui m'a dit ok, moi je passe en full remote comme les 4 autres. J'ai dit, mais attends, t'habites à Paris? Ouais, et alors? Faudrait que je déménage ailleurs pour avoir le même privilège que les autres? Ouais, ok. Et en fait, t'as plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, un dernier exemple pour montrer à quel point la culture était ancrée et que ça a été compliqué à changer. Quand j'ai dit, d'ailleurs, à notre premier employé, donc qui était là depuis longtemps, je lui ai dit, voilà, maintenant, tout le monde va arriver entre telle heure et telle heure. On met des horaires pour pouvoir commencer la journée ensemble, avoir ce petit moment post-café, etc. Il m'a dit, ah, mais si tu mets même horaire à tout le monde, tu prends pas en considération les temps de trajet de chacun. Et je lui dis, mais tu veux que je prenne en considération celui qui se rase le matin, celui qui fait son jogging, celui qui mange pas, celui qui a besoin de plus de sommeil, celui qui flâne, qui a décidé Enfin, c'est pas possible. Stop, quoi, à un moment donné. Ouais. Et alors ça me fait vraiment penser à 2 petits témoignages de ma vie, parce que j'ai été salarié en start-up aussi, et c'est assez intéressant. Parce que là, on pourrait croire dans l'histoire que tu racontes, voilà, bon, les salariés ils veulent ci, ils veulent ça. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est une question d'organisation en fait. C'est la culture qui fait ça. Je me rappelle très bien avoir eu une discussion avec mon patron, qui quelque part avait envie que je multiplie par X mon engagement qui était déjà très élevé et qui ne comprenait pas pourquoi c'était pas naturel. Et il me disait presque avec de la tristesse dans la voix, je comprends pas. Et je lui ai dit, parce que j'avais pas non plus 20 ans, je lui ai dit, bah écoute, le truc c'est que moi mon job c'est de construire ton rêve. Et c'est pas méchant. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis là et que je suis hyper motivé. Mais à un moment donné, si le truc se passe très bien, ça sera ton rêve qui voit le jour. Ça sera toi qui peut-être aura une opération financière intéressante. Et moi, je fais le max dans ce cadre-là. Et je pense qu'on peut faire les choses bien comme ça. Et là, bon, on s'était plus réaligné comme ça et ça avait pas mal marché. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Moi, j'ai des souvenirs de moments aberrants où on a eu des bureaux en rénovation. Pour nous faire plaisir entre guillemets, pour qu'on ait un environnement de travail qui était bien, et il y avait des employés qui râlaient en disant ah bah quoi, on va devoir chercher notre open space, notre cowork tout seul, alors qu'il était payé par la boîte. Ou là, toi, t'as envie de dire bon, essayez de comprendre un peu aussi ce qui se passe, quoi. Bah moi, j'ai eu ce moment aussi où j'ai refait les bureaux aussi pour bien changer, que tout le monde soit bien, etc. Alors déjà, j'aurais dit qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers? Et j'ai eu des demandes vraiment
extraterrestre. Enfin, c'était pas possible d'exécuter ça et ça faisait vraiment pas boulot et bureau et c'était. Enfin, on recréait un genre de salon de détente, quoi. Donc c'était pas du tout. Enfin, on pouvait pas avoir ça partout. Et puis il y en a notamment une personne dans l'équipe qui a fait un peu du forcing en gardant, en tenant à garder sa chaise, son ancienne chaise. Donc en fait, on avait un bureau et tout le monde avait la même nouvelle chaise, bien mieux, bien plus confortable, mieux pour le dos, etc. Et une qui a fait du forcing en disant je veux garder mon ancienne chaise. Et donc t'avais une chaise comme ça au milieu, violette, qui avait rien à voir avec le reste. Et c'était pas sain. Et en fait, on s'est rendu compte que en donnant trop de liberté, les gens n'en profitent plus du tout. Il y a pas du tout, ça les rendait pas plus heureux. Et puis de devoir se poser la question tous les matins, à quelle heure je vais bosser demain, est-ce que je me lève, est-ce que je snooze en même temps, si je me donne une heure de plus. Et puis t'arrives au bureau, puis il y a ton voisin qui est pas là et que tu vois qui arrive tout le temps plus tard. Enfin, ça fait plutôt un nivellement vers le bas qu'autre chose. Donc, je pense que ça peut marcher, mais il faut vraiment que je pense la boîte soit à un stade plus avancé où on sache ce qu'on fait et chacun a ses objectifs très très clairs et c'est chiffré, voilà. Mais après, c'est finalement assez froid comme environnement et moi, c'est pas ce que j'ai envie de créer. J'ai envie de créer une aventure collective plus que plein de freelance entre guillemets qui viennent contribuer à un objectif, mais ce que ça m'évoque aussi dans les grands classiques de la littérature, c'est la théorie du pacte social, où en fait concrètement, bien sûr qu'à partir du moment où tu es dans une société, que ce soit la société ou une société comme la vôtre, bien sûr que tu sacrifies de la liberté, parce que c'est le pacte, mais tu sacrifies cette liberté pour ne plus être dans l'état de nature, donc dans la jungle, à la merci dans quelque chose avec aucun cadre. Exactement, c'est très bien dit, c'est ça. Et à quel moment, est-ce que tu te souviens je sais pas si c'était la goutte d'eau ou bien la réalisation, le moment où tu t'es dit, ok, bon, stop, vraiment, peut-être avec vos associés, peut-être avec quelques collaborateurs aussi, collaboratrices, vous avez dit, bon, attends, on va passer en version 2 parce que là, ça marche pas. Il y a eu plein de moments différents. Il y a eu que pendant longtemps, moi, j'avais cette espèce d'angoisse tous les matins de qui va arriver à quelle heure, est-ce qu'ils sont du coup bien en ce moment, impliqués en ce moment, et du coup ça se reflète sur les horaires. Est-ce que machin va être dispo pour qu'on puisse faire un point, ou est-ce qu'il sera chez lui ou introuvable. C'était, en fait, c'est devenu ingérable pour moi. C'est devenu vraiment ingérable de t'envoies un message sur Slack à quelqu'un, il te répond pas, et du coup t'es là, bon, ça fait 1 heure, et quand tu dis mais t'étais où, j'avais besoin de toi. Attends, mais ça va, je me suis déconnectée parce que je bossais sur un truc et le moment où je me suis dit, et là je me pose la question de est-ce qu'il bossait vraiment sur un truc ou est-ce qu'il était juste en train de regarder des séries, quoi. Donc là c'était juste plus possible, et j'avais envie qu'on reparte sur des bonnes bases. Je sentais qu'il y avait tout qui était là, mais qu'il y avait juste un truc qui avait dérapé, quoi, et que en fait on avait donné tellement de liberté qu'en fait venir au bureau c'était devenu presque une punition, alors qu'en fait ça l'était pas vraiment. C'est comme des gens qui auraient envie d'apprendre, qui sont motivés, qui sont inscrits d'eux-mêmes dans une fac, une école, peu importe, et forcément, ou par exemple faire du sport. Tu dis tout le monde a envie de se mettre au sport, les gens ils sont trop contents d'avoir ce sport en particulier, de s'être inscrit, etc. Et puis en fait, soit tu leur dis bah le cours de sport c'est mardi de 19h à 21h et les matchs c'est le week-end, ou alors tu dis viens quand tu veux, on sait pas, de toute façon c'est toi qui décides de ta performance, des règles du jeu, du machin. Et au bout d'un moment, les gens ils auront moins envie d'y aller et ils prendront moins de plaisir et ils vont le voir vraiment comme une contrainte de bon allez je me force, j'y vais. Alors que si c'est on se rejoint tous ensemble tous les mardis à 19h, il y a une vraie routine, il y a un vrai plaisir, on se pose plus la question et en fait on y va, et une fois qu'on rentre sur le terrain, on est bien. Et plutôt qu'il y en a un qui arrive au compte-gouttes, il y a pas de forme, quoi. Tu t'as pas de momentum. Et alors qu'à la base tout le monde est content et tout le monde c'est mais ça a du mal tant qu'on n'est pas organisé en équipe en fait, et ça joue par le temps, l'espace, les horaires, des choses comme ça. Et alors, question qui est peut-être totalement indiscrète et qui est basée sur du ressenti au-delà de data chiffrée. Tu dis que bon, toi déjà, c'était très compliqué en termes de ressenti, d'avoir le sentiment. Enfin, effectivement, à la question, au moment où tu te poses la question il m'a dit qu'il bossait, mais est-ce que c'est vrai? C'est bon. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Mais est-ce que tu avais le sentiment, au-delà de ce ressenti, du méta-ressentiment, que la boîte avançait pas aussi vite que ce qu'elle devrait? Bah oui, clairement, j'avais ce sentiment, avec la difficulté que une start-up, enfin, ou comme tout type de boîte, mais
c'est toi qui fixes tes objectifs, c'est toi qui fixes l'avancée. Et il y a quand même un côté un peu imprévisible. Donc tu peux te dire ah oui, je veux faire 7% de croissance par semaine ou je sais pas quoi. Mais en fait, est-ce que si tu fais 15, puis 20, puis 30, est-ce que c'est bien, mais que fait le concurrent ou que fait le marché ou qu'est-ce que tu pourrais faire si tu étais mieux organisé, et si tu fais 3, est-ce que c'est pas bien ou au contraire, est-ce que c'est solide et du coup continue là. C'est un peu toi qui décide et qui imagine et il n'y a pas de vérité. Donc c'est ça le truc en fait. C'est comme il fallait encore qu'on craque quelque chose, qu'on trouve quelque chose. Il n'y avait pas forcément de attendez, on est en retard sur notre budget, on fait le même depuis 10 ans, qu'est-ce qui se passe cette année? Non, c'était pas ça, c'était plus j'ai le sentiment qu'on pourrait mieux faire, quoi. Ouais, et du coup, une fois que tu as dépassé les indicateurs, le sentiment prend une place importante. Comment vous y êtes pris pour annoncer quelque part le changement de chapitre? On tourne la page. Alors moi, j'ai passé les vacances de Noël de l'année dernière à lire pas mal de bouquins, dont Reinventing Organizations, qui m'a énormément marqué. J'ai pris plein de notes. J'ai passé un Noël génial. Je fais une toute petite parenthèse à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez l'impression que ce livre, on le cite énormément, c'est parce qu'il est très très bien. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Voilà. Ah, bon voilà, je suis un peu redondante, mais non, pas du tout. Au contraire, c'est que c'est un très bon bouquin qu'il faut lire. C'est un très bon bouquin et qui m'a vraiment énormément marqué dans les exemples, dans la théorie, dans la vision. Enfin, vraiment le côté, on crée une aventure d'équipe et ça permet de créer le fait que les gens se sentent vraiment engagés, responsabilisés, beaucoup plus épanouis. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bouquin qui justement qui est pas du tout froid, rentabilité, optimisation des process, etc. Mais au contraire, créer de l'épanouissement, de l'engagement, du bonheur, même si le bonheur c'est une notion hyper personnelle, mais en tout cas de l'épanouissement pour chacun, et ils se sentiront plus impliqués dans leur boulot au quotidien. Il va en sortir des choses incroyables et ce sera bien pour l'organisation. Et en fait, je me suis énormément inspirée de ça au-delà des méthodes et des exemples qu'ils donnent à mettre en place. Le déclic, ça a été je veux créer une aventure collective. Je veux pas créer un endroit pour que chacun soit le plus individualiste possible. Et à partir du moment où je me suis dit ça, à partir du moment où je me suis dit mon but c'est pas de créer des objectifs dans une boîte où en fait chacun vient piocher et se faire sa vie et contribuer et communiquer vaguement aux autres. Je veux pas créer ça, je veux créer un endroit où on est tous alignés, on a tous la même vision, on vient tous progresser, on vient tous participer. Quand il y en a un qui fait quelque chose de bien, ça rebondit sur les autres. Et après de là, j'ai gratté 6 pages de notes pendant mes vacances et je suis rentrée en les mettant. J'en ai parlé avec mon associé Loïc et petit à petit on a fait une espèce de playbook de ce qu'on voulait faire et j'ai vraiment pris le temps de faire un état des lieux de ce qu'on avait créé comme culture, ce qu'on avait réussi, ce qui avait moins bien marché, comme culture, mais aussi comme, dans l'entreprise, les résultats de l'entreprise de manière plus extérieure, et de dire pourquoi j'avais envie de le changer, quelle était ma part de responsabilité là-dedans, pourquoi on en était arrivé là, et ce que je voulais créer, et pourquoi. Et un peu le nouveau contrat social, le nouveau pacte social, comme tu dis. Et j'ai pris le temps d'aller en parler avec chacun, de leur envoyer en privé, de leur dire voilà, mes réflexions, on en parle. Et quel a été l'accueil? Alors, la chance aussi qu'on avait, c'est qu'on a eu pas mal de nouvelles recrues à ce moment-là. Et du coup, les anciens étaient OK. Il y a eu justement une personne qui m'a dit mais attends, et du coup tu prends pas en considération le temps de trajet de chacun pour dire à quelle heure on doit arriver. Je lui ai dit écoute, je donne une plage horaire qui est déjà entre 9h et 9h30, je pense que c'est assez classique, donc il y en a qui peuvent arriver à 9h05, d'autres à 9h28 s'ils veulent, chacun peut aussi s'organiser, mais à part en fait un peu de bon ok, tu sais ce que moi j'en pense des horaires et machin, je pense que tout le monde avait le même constat que ça marchait pas et qu'on avait envie de fraîcheur, et comme les nouveaux sont arrivés, ils ont pris le pas tout de suite, quoi. Et donc, bon an mal an, est-ce que tu as vu les retours des uns et des autres aller tous dans le même sens, dire on est quand même mieux comme ça et on est content d'avoir sacrifié peut-être une partie de liberté pour un peu de confort, de sécurité, etc. Oui. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, parce qu'on a eu cette chance aussi du fait que l'équipe a changé à ce moment-là, parce qu'il y a eu
voilà, c'est nouveau qui sont arrivés, en plus des stagiaires, des alternants, donc qui étaient beaucoup plus, moins avec des certitudes sur ce qu'ils voulaient et plus demandeurs de, ok, c'est quoi le cadre, très bien, ça me va, c'est plutôt sympa d'ailleurs, c'est parti quoi. Mais donc non, c'était, je pense que tout le monde était un peu soulagé et on a pu passer à autre chose et mettre ça derrière nous quoi. Alors, ça m'évoque une question que moi je me pose et où j'ai pas la réponse, donc tu auras probablement un élément de réponse de ton point de vue avec l'expérience que tu as vécue et puis tous tes collaborateurs et collaboratrices. J'ai vraiment le sentiment que dans le milieu startup français, en tout cas c'est beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses que je vois, il y a beaucoup pour lequel monter une boîte, c'est la première expérience professionnelle, la première vraie expérience professionnelle. Dans les employés, les collaborateurs, collaboratrices de startup, c'est le cas aussi. Il y en a beaucoup qui attaquent directement par une startup. Alors, j'ai aucun jugement là-dessus sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En revanche, je me pose très sincèrement la question de qu'est-ce que ça crée comme référentiel de ce que c'est que le travail et comme attente. Parce que dans l'histoire que tu racontes, si je devais, si tu me permets, prendre un petit peu de recul, il y a la super intention hyper bienveillante de ta part de on va s'organiser comme ça avec beaucoup de liberté parce que mes stages c'était un petit peu chiant. Et avec le fait que ça n'a pas marché, il a fallu que tu l'apprennes pour trouver un modèle qui marche après, ce qui est très sain au passage. Et il y a aussi peut-être des gens dans ta boîte qui arrivent avec beaucoup d'attentes, ou quelque part, si on était un tout petit peu taquin, on pourrait leur dire ah non mais t'inquiète, va bosser chez McKinsey et dis-moi comment ça se passe. Hein. Ah mais je veux pas devenir, je suis pas aigrie, hein, tout va bien, ma vie va bien. Mais c'est vrai que parfois j'ai envie de leur dire. Franchement, va bosser ailleurs et même pas chez McKinsey, va bosser dans une autre start-up. Enfin, va bosser dans une boîte quelle qu'elle soit. Va chez Conto. Ouais. Et non, mais du coup, la question plus générale que ça m'évoque, c'est est-ce que tu penses que il y a un vrai effet sur l'organisation du travail en start-up du fait que pour certains et pour une grande partie, c'est la première expérience, côté fondateur et côté salarié. Oui, et je pense qu'il y a même plein de mythes. En fait, sur qu'est-ce que c'est que le travail en start-up, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que le quotidien souhaitable de quelqu'un qui bosse et qu'en fait la frontière effectivement comme on disait entre freelance, entrepreneur, parmi les premiers employés d'une start-up, elle est de plus en plus floue entre aussi le pote qui donne un coup de main sur le projet, ça devient de plus en plus flou et pourtant c'est des statuts différents. L'entrepreneur a pas le même statut le chef d'entreprise n'a pas le même statut que le freelance, qui n'a pas le même statut que l'employé. C'est très différent et donc ça sert à rien de vouloir, même si on œuvre tous pour globalement quand même une même vision du travail et une mission commune si on bosse tous sur le même projet à l'instant T. Si tu te retrouves autour d'une table avec un stagiaire, un chef d'entreprise, un freelance qui est là pour aider sur une mission et un CDI, ils ont beau bosser sur le même projet, chacun a des contraintes et a des avantages complètement différents. Et donc, faut pas. C'est compliqué en fait de faire une espèce d'amalgame et de mettre tout le monde dans le même paquet. Il y avait l'ancien monde et il y a le nouveau monde. Et le nouveau monde, je pense qu'il est encore bourré de mythes et d'attentes avec lequel il faut avoir, je pense, un peu de précaution. Et effectivement, nous, c'était notre première vraie expérience. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi, je pense, fait pas mal d'erreurs et tâtonné pas mal de fois. Et puis pour nos employés, c'est vrai que je suis contente quand j'en ai un qui a déjà bossé ailleurs. Et là, pour parce qu'il est encore plus content. Parce qu'il là, il se dit mais c'est génial. Waouh, comment c'est cool. Ouais. Et là, pour finalement arriver sur un modèle qui est probablement toujours en test, hein, parce que c'est un peu comme ça que ça marche aussi. Il faut itérer, mais où vous avez pu créer le plus de confort possible et où mais voilà, là, j'ai une équipe que j'adore, qui est hyper impliquée, qui performe super bien, qui s'entend super bien, avec qui on a plein de rituels, de routines. On a les déjeuners du vendredi, ils vont boire des coups, moi je suis moins, parce qu'il y a aussi ça aussi, c'est que ils ont leur relation entre eux et moi j'ai ma relation avec eux, mais je les laisse aussi, chacun son rôle. Et effectivement, mon objectif maintenant, c'est plus de créer le plus pour reprendre ton terme, de confort pour eux, pour que ils soient sûrs d'être bien drivés, qu'ils comprennent la mission de la boîte, qu'ils comprennent les enjeux, la transparence. À un moment, par exemple, pour protéger les employés, je partageais moins les mauvaises nouvelles. Maintenant, je le fais. Je partage les difficultés comme les réussites. Je partageais moins pas assez les réussites parce que
je sais pas, j'allais vite, tac, 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 je suis en rendez-vous, il se passe ça, c'est bien, mais en fait, je prenais pas le temps d'en parler. Maintenant, je prends le temps de communiquer. J'essaie de vraiment, je fais tout pour m'assurer que ils sentent qu'ils aient leur place, qu'elle évolue s'il y a besoin, de les écouter énormément. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Jam, on a posé une question à notre communauté qui était quelles sont les qualités que tu attends de ton manager. Le premier, c'était des compétences, mais juste après, c'est de l'écoute. Et voilà, donc il y a vraiment ce côté, les gens ont envie qu'on les écoute et qu'on les comprenne, et qu'on agisse, et qu'on affine en conséquence. Donc mon objectif maintenant, c'est ça, c'est de créer un cadre où les gens sont vraiment bien chez Jam, et pas juste vraiment bien dans leur coin. Ok, très bien. Bon, je te dis à une prochaine fois et on suivra les aventures de Jam. Au revoir. Merci, au revoir.